Bonjour à tous et nous voici rendus dans une deuxième partie de cette vidéo. Alors là on va apporter des compléments d'informations pour compléter la dernière faite sur le même sujet qui portait le titre Permaculture, autonomie et chauffage, car je n'ai pas pu la modifier pour l'enrichir. Pour la petite histoire, il se trouve que mon PC étant une vieille mémère qui a pour l'habitude de bugger en plein montage, à cause de programmes gourmands, ma dernière vidéo a été rendue alors qu'elle n'était qu'à l'état de maquette sur laquelle je travaillais depuis la veille, m'obligeant à faire plusieurs rendus pour voir la pixelisation en cours car mes paramètres vidéo doivent être réglés au minimum pour justement éviter ces plantages intempestifs, pour preuve les fautes d'orthographe laissées là qui n'ont pas eu le temps d'être corrigées dans la dernière vidéo, et dans d'autres d'ailleurs car c'est pas la première fois que ça m'arrive. Car je fais cela sur les correctifs de fin mais dans des blocs texte comme repère lors d'ajout de coupe vidéo. Je n'ai pas pu retravailler le fichier source qui lors du plantage de la machine a été corrompu et s'est rendu inaccessible. Ça m'arrive assez souvent avec cette vieille bécane qui de son temps était performante. Depuis longtemps je me dis que je dois changer ce PC mais vous savez comment c'est. Il fonctionne, alors pourquoi le changer? Puis le temps passe, et en plus c'est de la consommation inutile, et jeter un truc qui fonctionne, moi perso j'aime pas. Je l'ai bien upgradé plusieurs fois mais là bon il est au maximum de ses performances et je vois qu'avec mes nouveaux programmes très gourmands en mémoire, il ne tient plus la distance. À cause de ça, plusieurs fois j'ai dû reprendre des projets vidéo du début en perdant tout le travail déjà fait. Franchement ça met les boules. Et il faut tout refaire, donc c'est assez démotivant. Pour le coup là j'ai pas le temps et surtout j'ai pas du tout envie de la refaire parce que ça me fait 2 fois d'affilée que je refais une vidéo dans ces conditions. Quoi qu'il en soit, maintenant que je vous ai raconté un peu ma vie, parlons de cette nouvelle vidéo. C'est donc un bon complément d'information pour mieux comprendre le bois. On va parler du pouvoir calorifique du bois, pour se rendre compte de l'importance du séchage idéal, du temps de séchage, du stockage, des essences qui libèrent le plus de chaleur sous forme de calories, et comment calculer le volume de bois en ster. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Pour info, selon une étude récente de l'ADEME, nous sommes actuellement plus de 8 millions de Français à se chauffer au bois. Commençons par comprendre ce qu'est le pouvoir calorifique et en quoi il est important dans notre mode de chauffage au bois. Trop souvent, on utilise dans nos foyers tout ce qui peut brûler, tout ce qu'on a sous la main. Du bois humide à la palette en passant par des cagettes de supermarché, mais c'est une erreur qui peut avoir de graves conséquences. Des départs d'incendie, la dégradation du matériel, beaucoup de pollution et j'en passe. Le pouvoir calorifique est la principale caractéristique d'un combustible. On mesure la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète de l'unité de masse du combustible rendu enfin à l'état de cendre. On a d'un côté le pouvoir calorifique supérieur, le PCS. C'est le bois bien sec. L'eau produite lors de cette combustion est entièrement condensée. On a ensuite de l'autre côté le PCI. Pouvoir calorifique inférieur, c'est le bois humide. L'eau produite lors de la combustion demeure en l'état de vapeur. Le pouvoir énergétique, c'est la chaleur rendue par la combustion. Les différentes essences de bois sont plus ou moins similaires. Certains sont mieux adaptés à chauffer une maison. Mais que ce soit du charme, du chêne, du frêne, du fruitier ou du résineux, il varie considérablement selon que le bois soit sec, moins de 20% d'humidité, donc PCS, pouvoir calorifique supérieur, vert, 45% d'humidité, donc PCI, pouvoir calorifique inférieur, ou mal séché, c'est quelque part entre les deux. Dans le cas PCI pouvoir calorifique inférieur, le rendement du poêle se voit divisé par plus de la moitié. Il s'encrasse, se détériore et pollue jusqu'à 4 fois plus. Et vous êtes les premiers touchés car la fumée s'échappe au-dessus de votre toit. Pire encore, pour atteindre la même température, il faudra brûler au minimum 2 fois plus de bois dont la combustion sera compliquée et fastidieuse. Cela entraîne une surconsommation de bois, déjà fastidieux à faire. J'ai déjà eu du bois mal séché quand j'ai commencé à me chauffer avec un poêle il y a presque 10 ans. C'est un vrai calvaire. On n'arrive pas à allumer le feu, il reste de faible intensité, parfois une ou deux bûches arrivent à brûler péniblement en plusieurs heures, ne libérant quasi aucune chaleur. Ça fume énormément, plein de fumée dans la maison à chaque fois qu'on essaie de raviver le feu, on se pique les yeux, enfin bref, c'est pas du tout un bon choix, même si on ne croit avoir que celui-là, mieux vaut trouver du bois bien sec, qui même en plus faible quantité permettra de mieux chauffer le logement. Parlons de la teneur en eau du bois de chauffage. Lorsque l'arbre est vivant sur pied, la teneur en eau de son tronc et de ses branches varie de 30% jusqu'à plus de 80% selon les essences. Après l'abattage, cette eau s'évapore petit à petit, et au bout d'approximativement 2 ans de séchage, dans de bonnes conditions, le taux peut atteindre 15 à 20%. Il est alors prêt à brûler. Il devient PCS, pouvoir calorifique supérieur. Ce tableau indique que la façon de sécher le bois est importante car brûler du bois humide fait baisser le pouvoir calorifique, le PCI du bois. L'allumage sera difficile et cette mauvaise combustion provoquera de la condensation et le goudronnage des conduits de cheminée. Au ramonage, on ne pourra pas le rattraper, il faudra changer le tube car il présentera un risque d'incendie.
Les variations du pouvoir calorifique varient suivant les essences car des mesures ont montré qu'après avoir éliminé totalement l'humidité, le PCI est équivalent à 4300 kcal par kilo pour les feuillus et 4600 kcal par kilo pour les conifères. C'est assez proche, oui, mais quand même il y a une différence. Ce nouveau tableau indique les variations du pouvoir calorifique du bois en fonction de son humidité que l'on peut comparer au pouvoir calorifique des autres combustibles exprimés en PCS et PCI. Je le répète, bois sec ou bois humide, comme on vient de le voir. Sur la courbe, le bois de feuillu dont le PCI à l'état anhydre, qui veut dire sans eau, est de 4300 kcal par kilo, mais passe à 2000 kcal par kilo lorsqu'il est mouillé, à 100% d'humidité, soit moins de la moitié en performance dégagée. Les valeurs du pouvoir calorifique sont assez voisines, quelles que soient les essences. Par contre, si le PCI est ramené au volume, c'est-à-dire au MAP, mètre cube apparent, ou ster, j'en parlerai dans quelques instants, les différences sont plus sensibles. Les bois qui fournissent le plus de chaleur dans l'ordre sont, en numéro 1, le charme, une chaleur vive, puissante et une combustion rapide. Et il est bien pour allumer le feu et monter en température le foyer très rapidement. Comme je viens de le dire, il brûle très vite. Mais attention à ne pas faire trop tirer, car on peut vite mettre en surchauffe le foyer. Ma préférence va pour le chêne, juste en dessous du charme, qui lui a une valeur constante. Il est idéal pour maintenir l'habitation en température sur de longues périodes car il brûle longtemps. C'est idéal pour la nuit. On a le hêtre qui est assez similaire du chêne qui brûle quand même moins longtemps. Il est idéal en journée ou en soirée lorsque quelqu'un est présent pour recharger le foyer. Ensuite on a le robinier, faux acacia, qui a tendance à claquer un peu, l'érable, l'olivier, le châtaignier, les fruitiers, comme les pommiers, poiriers, merisiers, le peuplier tremble, etc. Eux, ils brûlent un peu moins bien que les autres, dont on vient de parler, mais il faut un bon bois de chauffage à compléter avec du chêne pour la nuit. On peut dire, de façon générale, que les feuillus durs comme l'orme, le charme, le châtaignier, ou le frêne, qui brûlent bien aussi, mais moins longtemps que les autres essences, et dégagent un peu moins de chaleur. Ils peuvent aussi, comme le faux acacia, claquer dans le foyer, donc faire attention au foyer ouvert pour éviter les éjections de petits charbons ardents en dehors d'une zone sécurisée. Enfin, ce qu'on peut brûler aussi, mais qui pour ma part sera le dernier choix, les feuillus tendres, le peuplier tilleul, les noyers, l'aulne, le peuplier d'Italie, le platane, l'érable, le bouleau, le tilleul, l'aulne, le saule, etc. Après on a aussi les résineux comme le pin maritime, l'épicéa, le pin sylvestre, le sapin ou la mélèze. Toutes ces essences peuvent brûler et fourniront une chaleur à peu près identique. Mais un usage long tout au long de l'hiver fait la différence parmi ces essences. Perso, je n'ai jamais brûlé rien d'autre que les essences dont je viens de parler. Je le répète, mon choix premier, si je devais en avoir qu'un seul, ça serait le chêne. On l'a compris, la combustion du bois de chauffage humide donne une combustion imparfaite. Le taux d'humidité du bois est un critère essentiel, car il intervient directement sur le contenu énergétique. Entre un bois sec prêt à l'emploi en moyenne 20% d'humidité rapportée à la masse brute, et un bois fraîchement coupé 45 à 50% d'humidité rapportée à la masse brute, l'énergie restituée est pratiquement divisée par deux comme on vient de le voir. Le bois de chauffage, nouvellement débité, conditionné en 1 mètre, doit être stocké au minimum 2 ans pour obtenir une combustion optimale. Coupé, fendu et conservé sous abri dans un endroit bien ventilé, le bois sèche plus vite et ce délai de séchage est raccourci. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment et où je stockais le bois pour séchage. Il y est depuis le printemps de l'année dernière, il a donc séché l'an dernier. Il a séché cette année et séchera encore l'an prochain. Pour son séchage l'année prochaine, il sera donc stocké sous abri, ventilé et isolé du sol, de l'eau et aéré pour sa consommation l'hiver suivant. Il aura fallu alors 3 années de séchage. De plus, s'il est mal stocké, le bois se dégrade très rapidement et peut se perdre. Alors comment stocker le bois? Comme vous avez pu le voir dans un premier temps, moi je le stocke en tas empilé que je remue 2 à 3 fois par an, pour faire remonter le bois qui aurait pu rester humide en son centre ou en bas. Là le séchage est long, parce qu'il est à l'extérieur non couvert, mais j'avais de l'avance sur le bois, et peu d'endroits où le stocker, dans des conditions idéales, donc j'ai mis celui-ci comme ça. Mais si c'est pour consommer rapidement, prenez en compte le stockage qui est très important, non seulement pour la qualité de séchage, mais aussi pour la durabilité de votre matériel dans le cycle de chauffe. Le schéma ci-dessus démontre que le bon stockage du bois est primordial pour sa conservation et l'optimisation de sa combustion. Pour mieux comprendre le conditionnement et le volume de bois, je vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo quelques petits tableaux pour voir comment on calcule une ster en plus de ce que vous avez déjà vu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. D'ici là, bon courage avec la coupe de bois, qui se fera de préférence à partir de septembre jusqu'à mars, et sinon, joyeuse plantation. A très bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuse plantation. Ciao, ciao.